Di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia che vi è. Juin 2010. Nous entamons un voyage à travers l'Italie. Le train arrive à Milan. À la une des journaux italiens, les multiples affaires Berlusconi et les démêlés du président du Conseil avec la justice. Nous remarquons que les rares journaux que le baron des médias ne possède pas encore sont devenus les seuls instruments de l'opposition. Ce sont eux qui exhument les scandales de la politique italienne au quotidien et non la télévision que Silvio Berlusconi tient sous son contrôle. Le Cavaliere en est réduit à appeler à la grève des lecteurs. Mais que craint donc cet homme qui prétend n'avoir rien à se reprocher? La réponse est à chercher dans son passé très controversé, dont il essaie de se défaire depuis son entrée en politique il y a 16 ans. Notre voyage est donc aussi un voyage dans l'histoire. Première halte, Milan, qui a vu naître la carrière d'homme d'affaires et d'homme politique du chef du gouvernement italien. Ses premières grandes apparitions publiques, il les a faites à l'ombre de la cathédrale sur la Piazza del Duomo, au lieu de la politique italienne depuis une vingtaine d'années. C'est là que, sous les applaudissements de la foule, la vieille Italie a sombré dans les abysses de la corruption. Et c'est sous les applaudissements de cette même foule que la carrière politique de Silvio Berlusconi a pris son essor en 1994. Accompagné par ses fans, Silvio chante Forza Italia, Allez l'Italie. C'est le nom du nouveau parti qu'il a fondé en promettant aux Italiens enthousiastes une Italie propre. Siamo l'Italia che lavora contro l'Italia che chiacchiera. Siamo l'Italia che produce contro l'Italia che spreca. Siamo l'Italia che risparmia contro l'Italia che ruba. Siamo l'Italia della gente per bene contro l'Italia dei vecchi partiti. Viva l'Italia, Forza Italia! De l'autre côté de la cathédrale, le palais de justice. C'est là qu'en 1992, on a accusé le système politique italien de corruption et lancé l'opération judiciaire Mani Pulite, main propre. Deux procureurs de la République italienne, Gerardo Colombo à gauche et Antonio Di Pietro au centre, ont été les héros de l'offensive contre la corruption de la classe politique en incarnant l'espoir d'un nouveau départ. Mani Pulite était une enquête qui a permis de mettre au jour la corruption du système politique italien. Je dis système car la corruption entachait très souvent les rapports entre l'administration publique et les entreprises, ou entre l'administration publique et les citoyens. Dans l'ensemble, cette enquête, qui a duré plusieurs années, a révélé l'implication d'un certain nombre de parlementaires, ex-présidents du Conseil des ministres, membres de la brigade financière, maires de grandes villes, ainsi que de toute une liste d'entrepreneurs et même de magistrats. Silvio Berlusconi réussit à passer entre les mailles du filet de Mani Pulite. Et en mai 1994, il accède à la fonction de président du Conseil. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. À peine en poste, il crée un nouveau style. Partout, il se fait accompagner par son caméraman personnel. Ce dernier a d'ailleurs filmé ces séquences qui ont été diffusées sur les 3 chaînes de télévision de Silvio Berlusconi. Cela permet au magnat des médias italiens de donner une image éclatante de son pouvoir. Un pouvoir unique en Europe.
Mais un premier scandale éclate dès l'automne 1994. Lors d'une conférence de l'ONU à Naples, le parquet de Milan fait savoir à Silvio Berlusconi qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre lui. Nous l'avons invité à comparaître afin qu'il vienne répondre de certains actes de corruption vis-à-vis desquels nous pensions avoir rassemblé assez d'éléments à charge. Depuis la fenêtre de notre hôtel, nous apercevons Milano Due, une ville satellite que Silvio Berlusconi a fait bâtir dans les années 70 et pour laquelle il a créé sa première chaîne de télévision. Elle est la pierre angulaire d'un empire médiatique privé en pleine expansion qui s'appellera plus tard Mediaset. Comme beaucoup d'hommes d'affaires mis en examen par les instigateurs de l'opération Mani Pulite, Silvio Berlusconi doit maintenant s'expliquer en ce qui concerne les accusations de corruption dans un premier temps. Hanno deciso di iscrivere il mio nome nel registro degli indagati per il reato di corruzione e mi hanno inviato un avviso di garanzia. Io, naturalmente, non ho mai corrotto nessuno. Silvio Berlusconi est rattrapé par son passé de promoteur immobilier et de créateur d'empires télévisuels. 16 années durant, le palais de justice de Milan va s'ériger en contre-pouvoir juridique. Silvio Berlusconi charge Niccolo Ghedini de le défendre face aux attaques des magistrats. S'il est avocat, Ghedini est aussi député et membre du parti berlusconien Forza Italia. Entre autres adversaires, il devra ferrailler avec Gerardo Colombo. Niccolo Ghedini développe une stratégie hautement efficace. Il fait traîner les procès en longueur sous prétexte de vice de forme jusqu'à obtenir un non-lieu pour prescription. Grâce à cette méthode, il met fin à toute une série de procès pour corruption et falsification de bilan intentés contre un Silvio Berlusconi presque toujours absent. À cette audience-là, par exemple, c'est la présentation d'un certificat de maladie d'un autre avocat de la défense qui entraîne la levée prématurée de l'audience. Encore une semaine de gagné. Quand cette tactique ne marche pas, Maître Ghedini enlève sa robe et rédige une loi sur mesure visant à protéger Silvio Berlusconi lors de futures procédures judiciaires. 36 lois ad personam ont ainsi été édictées en 16 ans. Toutefois, en février 2009, survient un événement imprévu. David Mills, l'avocat britannique de Silvio Berlusconi, est condamné à 4 ans et demi de prison pour corruption. Il avait accepté $600 000 de son client en échange de faux témoignages. Il legale inglese aveva in un primo momento ammesso di aver ricevuto $600.000 dal gruppo Fininvest per dire il falso nei processi in cui era coinvolto Silvio Berlusconi. Certes, cette affaire-là est aussi classée pour prescription par la Cour de cassation en février 2010. Mais le parquet établit expressément que le Cavaliere a payé David Mills pour qu'il livre ce faux témoignage. Silvio Berlusconi se lance alors dans une entreprise de fustigation des magistrats. Per testimoniare il falso in 2 processi nel 98, quello alla Guardia di Finanza e il processo Oliverian. A fargli avere il denaro. Nous voici à présent à Rome. En première page du quotidien La Repubblica, on peut lire que le 29 juin 2010, le bras droit de Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, a été condamné en appel à 7 ans de prison pour concours externe en association mafieuse. Silvio Berlusconi n'est pas accusé dans cette affaire, pourtant il n'y est pas non plus tout à fait étranger. Sinon, pourquoi s'emploierait-il à défendre Marcello Dell'Utri depuis tant d'années en vantant haut et fort ses mérites? Non so quanti anni, si fa un processo a Marcello Dell'Utri. Allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani da Bacigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Leo Luca Orlando, sénateur et ex-maire de Palerme, peint de son côté un tableau bien différent de l'intéressé. La storia
Marcello Dell'Utri a joué un rôle important dans la naissance de Forza Italia. C'est un sénateur et ami intime de Silvio Berlusconi. Et il a été condamné pour des crimes mafieux gravissimes. Son histoire personnelle, indépendamment de sa condamnation pénale, illustre bien le déplacement du sud vers le nord du pays des personnes opérant au sein de la mafia. Palerme, capitale de la mafia. C'est là que Marcello Dell'Utri s'est établi pour servir d'intermédiaire entre Silvio Berlusconi et la mafia. Cette histoire commence au milieu des années 70 lors d'un vol Palerme-Milan. À bord, Stefano Bontade, un membre éminent de la mafia sicilienne. Voilà des années qu'il observe les antennes d'une nouvelle industrie, hérissant toujours plus le Mont Pellegrino. C'est dans cette industrie d'avenir qu'il veut dorénavant investir son argent sale. Il a rendez-vous à Milan avec Marcello Dell'Utri. Le temps pour Stefano Bontade d'atterrir et les deux hommes se rencontrent. C'est ainsi que le financier palermitain Filippo Alberto Rapisarda rapporte les faits au procès de Marcello Dell'Utri. Il était présent, dit-il, lorsque le chef mafieux a remis l'argent à l'accusé pour l'investir dans l'empire télévisuel de Berlusconi. Ho visto i soldi. Una sera andrai nell'ufficio di Dell'Utri e trovai Stefano Bontade e Mimmo Teresi, stavano facendo delle sacche, avevano dei soldi sul tavolo. Quindi erano soldi in contante? Sì. E lui era al telefono, come lui mi ha detto, con Silvio Berlusconi, il quale diceva, anzi si era lamentato perché doveva andare quella sera, doveva portare quei soldi subito là. Si era lamentato chi? Si era lamentato? Lui, il dottor Dell'Utri. Si cette version des faits devait être retenue en dernière instance, alors tout le monde saurait que la mafia a contribué à financer la construction de l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. Autre procès, autre témoin, mais le même thème. Cette fois, c'est Massimo Ciancimino, fils de l'ancien maire mafieux de Palerme, qui rapporte sa version des faits et met en cause la banque Rassini de la Piazza dei Mercanti à Milan. C'est dans ce bâtiment que la banque avait été discrètement établie à l'époque. Mais de quel genre d'institut s'agissait-il vraiment ? On m'a dit plus tard que le directeur de la banque Rassini était un parent de Silvio Berlusconi, et même un parent proche, son père. La banque Rassini n'avait donc pas été choisie complètement au hasard. On cherchait toujours des instituts de crédit qui fermaient les yeux sur les grands mouvements d'argent liquide, voire les accueillaient à bras ouverts. Massimo Ciancimino nous révèle aussi que Cosa Nostra s'intéressait au complexe résidentiel Milano 2 dans lequel elle a investi. Mon père avait su investir et gagner beaucoup d'argent en Sicile. Et il a fait la même chose dans la région de Milan. C'était les années où il a investi dans des projets immobiliers comme Milano 2, puis Milano 3. Le parti de Silvio Berlusconi, dès sa création en 1994, est lui aussi un favori de la mafia sicilienne. Les anciens partis qu'elle avait corrompus ont tous été pulvérisés à ce stade. À l'époque, Cosa Nostra cherchait un nouveau parti de référence, une nouvelle force électorale apte à défendre ses intérêts et au sein de laquelle elle pourrait placer ses pions. C'est donc dans ce nouveau corps électoral que Cosa Nostra a investi une partie de son argent. En juin 2010, le procès de Marcello Dell'Utri se termine enfin. Les juges de la Cour d'appel confirment le verdict rendu en première instance et déclarent le sénateur coupable de complicité avec la mafia. Bene, la Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. Le protégé de Silvio Berlusconi est condamné pour avoir entretenu des liens d'amitié avec les chefs de la mafia sicilienne pendant 25 ans. Bien entendu, le Cavaliere crie au scandale. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società.
ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. La contre-attaque menée par Silvio Berlusconi à l'encontre du pouvoir judiciaire s'intensifie. Ces offensives font sortir de l'ombre un certain Licio Gelli, un franc-maçon que les Italiens avaient presque oublié, le fondateur de la célèbre loge secrète P2. Dans les années 70, Licio Gelli avait conçu un plan secret visant à restaurer un État autoritaire en Italie, un projet dont certains se souviennent très bien. Licio Gelli, capo della loggia P2, aveva un progetto... Licio Gelli, président de la loge P2, avait un projet de renaissance démocratique, comme il disait. Ce projet prévoyait en substance de mettre tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif, d'interdire toute opposition, de bâillonner la presse et de modifier la Constitution afin de rendre tout cela possible. Aujourd'hui, ce projet est en train de se réaliser sous nos yeux. Nous étions curieux de connaître cet homme mystérieux qui, voilà plus de 30 ans, avait écrit le scénario de l'ascension de Silvio Berlusconi. Nous l'avons donc prié de nous accorder une interview. Il a fallu insister pendant des mois pour que Licio Gelli daigne enfin accepter. Sa maison est perchée sur le flanc d'une colline de Toscane. Les volets sont toujours fermés. C'est ici même qu'en 1976, il a commencé à ourdir son plan consistant à infiltrer l'État italien. Sa loge maçonnique comptait tout juste 1000 adeptes. Que voulait-il au juste et qui était-il? Je prenais des gens qui occupaient un poste élevé, chef des services secrets, ministre, président de banque, magnat de la presse et de la haute finance, commandants généraux de la garde des finances, des carabiniers. Tous ces gens étaient réunis au sein de la loge maçonnique P2. Mais il en oublie un, Silvio Berlusconi. Voici une quittance qui atteste de sa cotisation de 100 000 lire, une affiliation que le Cavaliere a niée pendant longtemps. Quand je l'ai inscrit au sein de ma loge, c'était un élément parfait. En 1975, il était beaucoup plus jeune, donc bien plus malléable. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Cette préférence s'explique aisément. Du fait de son emprise sur les médias, Silvio Berlusconi peut discrètement faire de la propagande pour sa vision politique. Le pouvoir, on ne l'obtient que si l'on garde notre objectif secret. Début 1981, le parquet de Milan perce à jour les activités secrètes de Licio Gelli. Nous avons organisé une perquisition sur son lieu de travail et découvert des cartes. C'était le 17 mars 1981 et il s'agissait des cartes des membres de la loge. Nous sommes restés bouche bée devant cette liste de près de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des parlementaires, un nombre incroyable d'employés des services de sécurité, des services secrets. Celle-là même qui avait empêché le bon déroulement des enquêtes sur les attentats à la bombe qui ont eu lieu en Italie entre 1969 et 1980. L'enquête révélera qu'il n'est effectivement pas rare que des adeptes de la loge de Licio Gelli sont impliqués dans les attentats qui secouent alors l'Italie. Le premier a lieu en 1969, Piazza Fontana, à Milan. Une bombe explose à l'intérieur de la Banque de l'Agriculture, puis une autre à la préfecture de police. Les attentats à la bombe se succèdent et sèment la terreur, et les gens de Licio Gelli se chargent de brouiller les pistes. Par exemple, pour ce qui est de l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, les magistrats qui enquêtaient souhaitaient interroger un témoin. Eh bien, ce témoin, ils l'ont fait expatrier en lui obtenant un faux passeport auprès des services secrets.
Licio Gelli a lui-même été condamné pour avoir mis les enquêteurs sur de fausses pistes. Mais il ne veut plus en entendre parler. Nous ne savons rien au sujet de ces attentats. Absolument rien. Ce que vous autres journalistes croyez savoir, c'est ce que vous avez lu dans les journaux, rien de plus. Sergio Flamini, lui, en sait plus long. Il était membre de la commission d'enquête parlementaire P2 et possède peut-être les archives les plus importantes sur les objectifs de la loge secrète. La bombe de la Piazza Fontana devait semer la panique, provoquer le chaos, l'objectif étant de faire intervenir l'armée pour que soit déclaré l'état d'urgence. Voilà quel était le programme de la loge P2. Nous avons compris qu'il s'agissait de terroristes d'extrême droite. Tout le monde le sait maintenant. D'importants documents attestent qu'ils ont été les auteurs et les exécuteurs de cette stratégie de la tension. Même chose pour l'attentat de l'Italicus Express en août 1974. On est en plein cœur des années de plomb. Les attentats à la bombe se succèdent pendant plus d'une décennie. Ce n'est qu'au début des années 80 que l'Italie retrouve son calme. Licio Gelli et son clan ont manifestement changé de stratégie. L'arrivée d'un avion en provenance de Nice va en fournir la preuve au juge d'instruction. À bord, la fille du grand maître maçonnique. Dans le double fond de sa valise, la police découvre, 9 mois après la première perquisition au domicile de Licio Gelli, le plan de renaissance démocratique. Il s'agit d'une version moderne de la révolution, cette fois non plus par la terreur, mais par l'infiltration des organes de l'État. Le plan de renaissance prévoyait de pénétrer à l'intérieur des organes fondamentaux de l'État. Pas seulement de l'armée ou des services secrets, mais aussi des banques, de l'économie, des ministères clés de l'économie, du trésor, du commerce extérieur. Il prévoyait d'infiltrer le secteur privé. Une infiltration qui préparait le terrain pour briser le monopole de la télévision d'État et mettre en place un réseau de chaînes privées pour des opérations de longue haleine. Cette infiltration touche d'abord la presse, et plus particulièrement le célèbre quotidien Corriere della Sera. Raffaele Fiengo, alors journaliste à la rubrique culturelle, assiste à l'infiltration du journal par la P2 qui, à l'insu de tous, a commencé à placer son argent dans le Corriere della Sera. Petit à petit, la Banque Ambrosiano a infiltré le journal par le biais de financements occultes. La Banque Ambrosiano, qui à l'époque a son siège à Milan, est dirigée par des membres du clan Gelli. Peu à peu, une direction occulte s'est installée, composée de membres de la P2. Et bientôt, un autre membre de la P2 fait irruption dans les journaux, Silvio Berlusconi. Le fait que Silvio Berlusconi écrive des articles pour le Corriere della Sera à cette époque constituait une preuve supplémentaire de son implication. Il était aussi très souvent interviewé par les autres journaux de la même agence de presse. Les articles qu'il publiait dans la rubrique économique du Corriere della Sera n'étaient pas présentés comme les autres articles. Ils avaient la forme d'éditoriaux, ce qui était assez significatif. Maurizio Costanzo est un autre journaliste lié à la P2.
Il a été le premier à rendre publiques les idées de Licio Gelli en l'interviewant pour le Corriere della Sera. Maurizio Costanzo a interviewé Licio Gelli. Et quand l'article est arrivé au journal, il avait déjà un titre, la photo était déjà choisie, et il était interdit de tailler dans le texte. Rien que ça constituait une anomalie, mais personne n'imaginait que de nouveaux propriétaires tiraient les ficelles. Peu après, la P2 fonde, chez l'éditeur du Corriere della Sera, un journal à sensation intitulé Occhio, dont Costanzo devient le directeur. Dans un article de décembre 1980 qui suit de près l'enlèvement du juge Giovanni D'Urso par les Brigades Rouges, il propose, à l'instar de Licio Gelli, d'abroger la Constitution. Cet article n'a pas été publié car les journalistes stupéfaits ont convoqué Costanzo qui leur a dit « J'ai perdu la tête ». Après une courte mais vive explication avec Costanzo, l'appel à l'abandon de la Constitution est mis aux oubliettes. Mais le climat a changé et le journal aussi. À en croire les articles qui paraissaient dans le journal, le pays était au bord du chaos. L'État devait retrouver son autorité dans le cadre d'une démocratie, à l'image des ambitions de Licio Gelli, qui prônait la réduction du nombre de syndicats, ainsi que le contrôle de la presse et des magistrats. Peu de temps après, Costanzo quitte le journal et en 1982, il se met à animer des débats télévisés sur les chaînes berlusconiennes. Silvio Berlusconi, lui aussi animateur en son temps, nourrit de son côté de nouveaux projets. Il pose bientôt la première pierre de l'empire médiatique qui deviendra en 1993 le holding Mediaset. En 1991, le Cavaliere achète la plus grosse maison d'édition d'Italie, Mondadori. Il semblerait que Licio Gelli et ses banques l'aient copieusement aidé à démarrer sa vertigineuse ascension. Silvio Berlusconi a reçu des aides financières bien supérieures à la normale de la part de banques qui, comme par hasard, étaient gérées par des membres de la P2. Ça se peut bien. Silvio Berlusconi est l'homme le plus puissant d'Italie. Il domine aussi bien la politique que les médias. Une concentration des pouvoirs aux conséquences fâcheuses. Rome, un an plus tôt. Nous nous rendons dans un studio de télévision aux abords de la ville. En 1998, l'entrepreneur Francesco Di Stefano avait obtenu une licence pour le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision. Et en 2009, voilà ce que nous trouvons. Un studio qui a coûté 50 millions d'euros et qui est complètement vide. Là, ce sont les bureaux de la rédaction. Il y en a sur 4 étages. Hélas, les 4 étages sont déserts, comme le reste de l'immeuble. Ça, c'est une des régies. Déserte, elle aussi. C'est le début d'une histoire qui ne devrait pas pouvoir se dérouler au sein d'un état de droit. On a obtenu une concession télévisuelle qui devait nous permettre de couvrir 80% du territoire, montagne incluse, 95% de la population et tous les chefs-lieux de province. Une chaîne nationale comme Rai Uno, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia Uno, bref, comme toutes les autres chaînes nationales. Manque de chance, sa fréquence d'émission était occupée depuis des années par une des chaînes de Silvio Berlusconi, en dehors de toute base juridique. Légalement, ce dernier aurait dû donc la rendre, mais cela ne lui aurait laissé que 2 chaînes. Comme ça ne lui convenait pas, il a tranquillement continué à diffuser ses émissions sur la dite fréquence. Francesco Di Stefano s'en est plaint. Nous nous sommes plaints devant la Cour constitutionnelle, qui a décrété que Rete 4 devait cesser de diffuser d'ici le 31 décembre 2003. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a alors émis une loi pour pouvoir dépasser cette date. Loi que le président de la République de l'époque, Carlo Ciampi, n'a pas ratifiée. Résultat, peu avant le 24 décembre 2003, Silvio Berlusconi a fait passer un décret-loi de sa propre facture. Francesco Di Stefano dépose plainte une nouvelle fois. Cette fois auprès de la Cour européenne de justice. Elle aussi lui a donné raison. Tout ce qui a été fait pour empêcher Europa 7 d'utiliser ces fréquences est illégal. C'est pourquoi vous devez fermer Rete 4 et rendre la fréquence à Europa 7.
Et Silvio Berlusconi de continuer à diffuser, si bien que Francesco Di Stefano en vient à se demander si la création d'une chaîne intelligente a encore un sens. Les Italiens sont lobotomisés depuis 25 ans par la télévision commerciale de Silvio Berlusconi. Il les a formatés et les traite en conséquence. Les Italiens croient en lui. Il peut donc faire ce qu'il veut, d'où son air de défi permanent. Silvio Berlusconi ne rencontre encore aucune résistance. Il dirige le pays en fonction de ses intérêts. Et il est partout. Un jour, un Italien a décidé de raconter son quotidien avec Silvio Berlusconi sur Internet. Voici ce qu'il dit. Bonjour, je m'appelle Antonio. J'habite dans un appartement du président Silvio Berlusconi à Milano 2. Le matin, je vais au travail avec une voiture assurée par une assurance détenue par le président. Je travaille toute la journée dans la plus grande maison d'édition italienne, le groupe Mondadori, qui appartient au président. Le midi, je lis un des quotidiens du président. Le soir, je vais au cinéma, dans une des salles de la chaîne de cinéma du président, voir un des films prêtés par une des grandes sociétés de distribution de films du président. Ou alors, je vais voir un match de l'AC Milan, le club de foot du président. Il m'arrive aussi de passer la soirée devant la télé et de regarder les publicités produites par l'agence de pub du président. Je zappe entre 3 chaînes appartenant au président, qui ne cessent de diffuser des images du président, m'invitant à le réélire. Parfois, je regarde un film produit par une société de production cinématographique appartenant au président pour la télévision du président. Ou alors, j'achète un livre dans une des librairies de la chaîne de librairie du président, édité par la maison d'édition du président et qui parle du journaliste préféré du président qui travaille pour la chaîne de télévision nationale contrôlée par le président. Évidemment, le président italien rédige aussi des lois qui sont ensuite approuvés par la majorité des députés qui lui mangent dans la main. Ce quotidien avec le président a duré 11 ans. 11 ans au cours desquels il n'a eu de cesse d'essayer d'installer une république présidentielle comme celle que Licio Gelli préconisait dans son plan secret. D'abord, il devait s'agir d'une république présidentielle et non parlementaire. Il devait y avoir un seul responsable qui assure rigueur, discipline et hiérarchie, ce que la démocratie ne permet pas. L'homme qui dit cela est célèbre pour ses sympathies fascistes qui remontent aux années 30. Il a participé à la guerre civile espagnole et offert par la suite ses services aux nazis. C'est cet homme donc qui a rédigé le scénario d'un changement de pouvoir en Italie. Quand nous rentrons à l'hôtel, nous trouvons la suite de cette histoire en DVD. Elle est signée Mario Catalano, l'architecte de Silvio Berlusconi, l'homme qui met en scène toutes les apparitions publiques du chef du gouvernement italien. Tout est minutieusement planifié. La foule vénère son leader, un chef qui prend ses décisions tout seul. L'homme qui est à la base de ce concept travaille en face de notre hôtel. Mario Catalano assure le décor des apparitions publiques de Silvio Berlusconi, y compris celui de ce jour de 2009 où le président du Conseil a inauguré son nouveau grand parti unitaire de droite, le Popolo della Libertà, peuple de la liberté. Mario Catalano nous explique l'idée directrice de cette scénographie. J'ai opté pour un minimalisme absolu. L'estrade est en forme de pont.
Un pont blanc, lumineux, neuf. Le président est seul sur scène et, derrière lui, on voit les images d'un passé plein d'espoir qui met en avant ce qu'il a déjà accompli. Tout autour, la foule qui l'applaudit et, au centre, lui et son nouvel emblème. Mais cette foule en liesse, c'est elle qu'elle fait partie d'un décor uniquement destiné à faire valoir un souverain absolu? L'estrade ne commence pas ici, mais c'est l'impression donnée par l'effet d'optique, comme si elle montrait le chemin qui mène au leader. L'image est plus importante que le message lui-même, car elle induit une sensation. Elle influence donc psychologiquement celui qui reçoit le message. Et ça, c'est la base. Ensuite, sur cette base, on greffe le message lui-même, qui doit être diffusé et auquel les citoyens doivent adhérer. Berlusconi, la créature de lumière, sorti du monde de la publicité. Un homme qui pense que tout s'achète, comme l'annonçait Licio Gelli dans son programme. Berlusconi profite de tout le travail qui a été réalisé par les anciens de la P2, dont certains ont d'ailleurs fait carrière après la dissolution de la loge. Il est, pour ainsi dire, le véritable héritier de l'ancienne P2. Et la corruption fait partie de l'héritage de la P2, qui avait prévu 30 milliards de lire pour graisser la patte aux personnalités influentes. La corruption en Italie a une particularité. Cela vient du fait que c'est devenu aussi un facteur politique, un instrument du débat politique. Le plan de renaissance démocratique et le mémorandum expliquent très bien comment on se sert de l'argent pour corrompre les partis et les syndicats. Et il est évident que ça avantage nettement les hommes corrompus ou corruptibles. Naturellement, parmi ces exemples d'hommes corrompus par la P2, on retrouve comme par hasard les noms de ceux qui ont accompagné la carrière de Silvio Berlusconi. Rome, juin 2010. Ce matin-là, le parti de Silvio Berlusconi est ébranlé par un nouveau et violent scandale. 400 noms de personnages illustres figurent parmi la liste de ceux qui ont accepté les pots de vin de l'entrepreneur romain Diego Anemone. Des grands noms de la politique, de l'économie, de la justice et des médias. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Le phénomène de la corruption contamine tout. En l'espace d'un an, les accusations pour corruption ou malversation ont augmenté de 229%. Quand ce genre de spirale infernale s'installe, cela peut mener à une diminution du sentiment d'appartenance à l'État. Beaucoup semblent s'être déjà engagés dans cette spirale. Nous avons fait un tour dans une caserne de la police financière et découvert l'ampleur des métastases de la corruption. Une corruption qui descend toujours plus bas dans l'échelle sociale. Car en effet, ce que font les hommes au pouvoir, on a bien le droit de le faire, nous aussi, non? Un colonel de la brigade financière de Parme nous montre ce qu'une caméra cachée a filmé
dans le cadre d'une opération d'investigation. L'opération concernait des phénomènes de corruption au sein d'une entreprise d'État qui s'occupait des jardins publics pour le compte de la commune de Parme. On voit l'argent passer de la poche des entrepreneurs à celle du fonctionnaire. Et ceci à un rythme quasi mensuel, avec des montants qui se situaient autour de 3 ou 4 000 euros par mois et par entrepreneur. Manifestement, l'employé de mairie se croyait parfaitement en sécurité. Il espérait peut-être, comme beaucoup d'Italiens, bénéficier de la même immunité que les hommes au pouvoir. Si ça se trouve, il vote pour Berlusconi pour ces raisons. Il est évident qu'un fonctionnaire qui arrondit de cette façon ses fins de mois jouit d'un niveau de vie bien supérieur à celui que lui garantit son seul salaire. Gherardo Colombo, qui s'est battu autrefois pour une Italie propre, cherche à comprendre pourquoi la corruption l'a emporté sur la justice. Je crois que la raison est la suivante. Au début, les enquêtes portaient sur des personnages très haut placés auxquels il était difficile de s'identifier pour le citoyen moyen. Car on s'identifie difficilement au maire d'une grande ville, à un député, au secrétaire général d'un parti, etc. Mais à mesure que les enquêtes progressaient, nous avons mis au jour une corruption pour ainsi dire courante, imputable à des gens plus proches du citoyen moyen. L'inspecteur du travail, qui se rend sur des chantiers et accepte des dessous de table pour fermer les yeux sur l'insuffisance des mesures de sécurité. L'agent de la police financière, qui prend, pas des sommes énormes, juste une petite commission pour fermer les yeux sur les irrégularités de la comptabilité. On a levé le voile sur un nombre faramineux de cas similaires. Et à un certain moment, les citoyens ont commencé à s'identifier, étant donné que la corruption était devenue monnaie courante et concernait désormais des gens comme eux. Je crois qu'ils ont commencé à se demander « Pourquoi est-ce qu'ils viennent fouiner dans mes affaires, ceux-là » Et comme les preuves s'acquièrent au travers de déclarations et de documents, eh bien, les documents ont disparu. Et plus personne n'a fait de déclaration. Avant de partir, nous sommes retournés dans les studios d'Europa 7. Quelque chose a changé. Depuis octobre 2010, la chaîne diffuse enfin. Francesco Di Stefano arpente un plateau où l'on construit les premiers décors. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il a l'air joyeux. On n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu à l'origine, à savoir diffuser un programme complet et d'intérêt général qui concourt à armes égales avec les autres. C'est une chaîne numérique qu'on ne peut regarder que si on a un décodeur, car la chaîne de Silvio Berlusconi continue à émettre, faisant fi du jugement de la Cour européenne de justice. En restructurant le paysage audiovisuel, ils ont libéré une fréquence sur les 8 appartenant à Rai Uno. C'est ce qui nous a ouvert cette maigre opportunité. La mainmise de Silvio Berlusconi sur la télévision a entravé ou tué dans l'œuf de nombreuses initiatives créatives. Dépités, les Italiens se résignent, non sans amertume. Nous sommes peut-être arrivés à un point de non-retour. C'est assez embarrassant pour un Italien de parler de ces choses-là avec un non-Italien. Le sentiment dominant qu'on éprouve, c'est la honte. Les gens sont de plus en plus indifférents. Ils ne réagissent plus à rien. Tout leur est devenu égal. En ce moment, le pays est gangréné par une corruption d'une ampleur indécente. Ce n'est pas que je m'en étonne.
J'ai toujours pensé qu'elle était encore plus répandue que ça. Espérons que les gens vont réagir. Mais je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de réaction des Italiens. Dernière interview de l'homme qui, avec son plan, aurait, dit-on, changé le visage de l'Italie. Ne serait-il donc pas légitime, selon ses propres dires, de réclamer des droits d'auteur à Silvio Berlusconi? Licio Gelli se défend aujourd'hui d'avoir jamais eu cette idée. Alors, vous ne revendiquez pas les droits d'auteur, comme vous disiez? Non, je ne revendique rien. Je n'ai jamais parlé de droits d'auteur. Au pire, c'est du plagiat. È un plagio, semmai. Étalée au grand jour, la P2 est vite dissoute et Licio Gelli inculpé sous de multiples chefs d'accusation. Mais une main invisible semble l'avoir toujours protégé jusqu'à ce jour. Silvio Berlusconi, en revanche, est et reste président du Conseil. Notons que son programme reprend pour une large part les idées de Licio Gelli. Rome, octobre 2010. Plus d'un demi-million de métallurgistes descendent dans la rue pour protester contre la politique du Cavaliere. La fraude fiscale, la corruption et les réductions de salaire. Certains manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles ils affichent le montant de leur salaire mensuel. Proclamiamo la morte del berlusconismo, annunciamo la resurrezione della legge in attesa della sua caduta. Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. C'est vrai ce que dit cette pancarte? On ne peut plus vrai. Je suis avec mes collègues, et oui, c'est la triste réalité. On travaille dans les assurances. On a un contrat à durée déterminée. On fait 40 heures par semaine et voilà notre salaire de base. C'est clairement impossible de s'en sortir tout seul avec ça. On est tous obligés de vivre chez nos parents et de nous faire aider par nos familles. Quel âge avez-vous? 39 ans. 30. 33. 35. 33. On est tous diplômés. En quoi? En sciences politiques. En droit. En lettres. Moi, j'ai un diplôme et demi. Communication et économie. Pourquoi les Italiens votent Berlusconi? Bonne question. Malheureusement, ce n'est pas facile d'y répondre. Ils ne se rendent probablement pas compte de ce qui se trame au sein du gouvernement de Berlusconi. Ou alors, ils ne le savent que trop. C'est la conséquence de l'abrutissement du peuple italien. On l'a réduit à une bande de crétins lobotomisés, avec la télévision et le contrôle des masses médias. C'est pour ça qu'ils votent Berlusconi. Sinon, je ne vois vraiment pas pourquoi ils le feraient. Et les gens ne savent pas pour qui d'autre voter. Il faut dire ce qui est. Il serait temps que l'opposition se réveille. Le lendemain matin, nous quittons Rome pour une dernière interview. Nous allons à Gênes, où un prêtre catholique a manifesté publiquement son rejet de Silvio Berlusconi. En voiture, nous lisons l'histoire suivante. La maison d'édition de Silvio Berlusconi, Mondadori, est depuis des années en démêlé avec le fisc. Par 2 fois, le Cavaliere a obtenu gain de cause. Pour ne pas avoir à en être de sa poche en dernière instance, il a vite fait adopter une loi ad hoc qui limite la dette fiscale qu'il risquait de devoir payer à 5% de la somme de départ, ce qui lui a permis de réaliser une économie de 173 millions d'euros. L'église du Père Don Gallo à Gênes s'élève le long du port. C'est là que le prêtre vient en aide aux pauvres et aux prostituées. Et justement, le gouvernement vient de diminuer de 80% l'aide financière consacrée à ce genre de projet. Don Gallo, qui a publié 2 livres aux éditions Mondadori, les a retirés du commerce en signe de protestation et a confié les droits d'édition à une autre maison. Quando io ho letto tutto l'iter della
Quand j'ai lu l'histoire des presque 20 ans de procédure opposant les éditions Mondadori à l'administration fiscale, j'ai vu qu'elle s'était conclue sur une dette fiscale de 350 millions. Et que Silvio Berlusconi s'en tirait à force d'ergoterie et de décrets pour 8 millions et des poussières. Alors j'ai dit, ça suffit. En tant que modeste petit écrivain, j'ai publié 2 livres aux éditions Mondadori. Je voulais envoyer un signal aux Italiens, un de plus, afin qu'ils se demandent sérieusement qui est leur président du Conseil, avec tout son empire immobilier, ses maisons, ses chaînes de télévision, si ce n'est un champion de la fraude fiscale. C'est pourquoi j'ai dit basta. Je voulais tirer une petite sonnette d'alarme pour amener les Italiens à réfléchir. Le lendemain, sur le chemin du retour, nous nous demandons comment la situation va évoluer en Italie. Et nous nous rappelons de ce que nous a dit Francesco Di Stefano dans son studio de télévision désert. Nous avons le sentiment qu'au point où en sont les choses, même une chaîne de télévision libre a du mal à amener les Italiens à réfléchir. Car toutes ces années, le groupe Mediaset et le réseau de chaînes berlusconiennes se sont lancés dans une entreprise de lobotomisation totale du peuple italien. Ça demandera donc beaucoup de travail pour réparer le mal qui a été fait. Mais en même temps, on se rend compte que ce pays, s'il ne sort pas de son apathie actuelle, est destiné à devenir un pays du tiers-monde. C'est pour cela que je dis que l'Europe doit se pencher sur le problème italien. Car c'est un pays qu'une grande quantité de gens au pouvoir s'acharnent à piller du matin au soir. Les médias se chargent de chloroformiser les citoyens. Citoyens qui, à ce stade, sont peut-être même heureux de se laisser chloroformiser. Il est clair qu'un pays pareil ne peut plus fonctionner.